tout le monde m'entend, ça va? Oui, alors donc effectivement, j'ai l'honneur de venir présenter un petit peu les vins du Val-de-Loire et puis ensuite voir un petit peu comment on peut les déguster. Donc juste avant de faire une dégustation, je crois, un petit peu plus loin. Alors effectivement, donc, je suis René Ciré, je représente l'École supérieure d'agriculture. Nous sommes deux à être venus aujourd'hui, donc ma collègue Christelle Renaud également, qui est enseignante-chercheur en viticulture œnologie, donc qui elle est en train d'assurer les préparatifs pour la dégustation à la suite de cette présentation. Donc effectivement, nous sommes une école d'ingénieurs. Nous avons un master international, donc, qui est le master vintage, et également donc, nous avons une majeure, donc une orientation à l'école supérieure d'agriculture, viticulture œnologie, donc qui permet de former des ingénieurs en agriculture avec une spécialisation en viticulture et œnologie. Donc, je suis enseignant en viti et œno, responsable du département viticulture et œnologie. Et donc là, vous voyez sur cette première diapositive, donc nous avons une activité d'enseignement, je vous l'ai dit, et puis également une activité de recherche. Alors, nous sommes organisés, comme vous pouvez le voir, en UMT, donc unité mixte technologique, avec un joli petit nom donc, qui s'appelle Viniterra. Dans cette unité, on peut retrouver donc, le laboratoire Grappes auquel j'appartiens, également donc, l'unité Vignes et Vins de l'INRA. Alors là aussi, ça a été bien choisi, hein, mais Grappes, ça a une signification, c'est groupe de recherche en agroalimentaire sur les produits, les procédés et l'environnement, puisque nous sommes à l'origine un laboratoire d'agroalimentaire avec deux axes de recherche, un viti-œno et un autre sur les fruits et légumes. Voilà. Donc effectivement, ça a été un petit peu orienté pour trouver ce nom, mais ça veut dire quelque chose. Alors où j'en étais, oui, donc au niveau de l'UMT, nous travaillons en collaboration avec l'INRA d'Angers, et puis l'Institut, donc un institut technique, l'Institut français de la vigne et du vin, donc Angers et Tours, où nous avons un programme commun de recherche généralement sur la qualité, l'amélioration de la qualité à la fois du raisin et des vins. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. On va passer à notre petite présentation, donc qui va se faire en deux temps. Un débriefing sur le Val-de-Loire, le vignoble du Val-de-Loire, les différents vins, les différentes variétés, et puis ensuite donc un petit protocole, enfin ou des rappels pour vous dire quelle est la façon de déguster un vin et puis quel sens on va solliciter. Alors première partie, donc au niveau du Val-de-Loire, vous voyez, donc c'est un vignoble qui est très large. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du muscadet, mais qui va de l'ouest de la côte atlantique, donc de Nantes jusqu'au centre, avec les appellations Sancerre. Et donc l'ensemble des vignobles, des appellations vont suivre un petit peu le cours de la Loire. Donc il faut savoir, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en termes de taille, c'est le troisième vignoble français en termes de taille, après les vignobles du Languedoc-Roussillon et le vignoble bordelais. Et sur ce vignoble-là, ce qui est intéressant, contrairement à d'autres vignobles, on a une diversité de produits, une diversité de vins qui sont proposés, puisqu'on peut retrouver, en tout cas sur l'ensemble de ce vignoble, 68 appellations d'origine contrôlée. On verra un petit peu, on détaillera les grands groupes d'AOC qu'on peut retrouver au niveau de ce vignoble. Alors, il faut savoir aussi que ce vignoble du Val-de-Loire a été classé donc, au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc de Chalonnes-sur-Loire jusqu'à Sully-sur-Loire. Donc. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'au niveau de la route des vins, on a plus de 800 km donc, de parcours autour du vignoble, donc, ce qui ferait que ça peut être intéressant donc, l'été d'aller se balader, d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans tous ces vignobles-là. Alors, je ne vais pas vous assommer par des chiffres, hein, ce n'est pas le but, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir où on est et puis où on met les pieds. Donc, en termes de chiffres, donc, le vignoble du Val-de-Loire, donc, du pays nantais jusqu'au centre, donc l'appellation Sancerre, on va être le premier producteur en termes de vin blanc, type de vin blanc.
Premier producteur, donc je parle national, hein. C'est également, donc hors Champagne, forcément, premier producteur de vin, ce qu'on appelle vin d'appellation, donc à fine bulle, donc des effervescents, localisés essentiellement, pour ceux qui connaissent, donc autour de la région de Saumur, hein, avec notamment les fameux créments de Loire. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 68 appellations, donc pour un vignoble français, c'est assez exceptionnel, ce qui fait qu'on verra dans certaines AOC, certaines régions de ce vignoble, un producteur peut proposer aux personnes, donc aux consommateurs à son caveau, plus de 6 ou 7 types de produits en même temps, donc qui peuvent aller, donc qui vont s'étendre sur toute la gamme des vins, donc qui peuvent aller du vin rosé jusqu'au vin liquoreux et vin effervescent. Donc ça, c'est une spécificité du vignoble du Val-de-Loire, en tout cas d'une façon globale. C'est qu'on a toute une gamme donc, possible de vins quand on va chez un viticulteur. En termes de surface, 70 000 hectares, donc ce qui est assez intéressant. En termes de production, 4 millions d'hectolitres. Donc, alors, hectolitre, hein, c'est l'unité qu'on utilise dans la filière et dans le milieu pour exprimer les volumes de vin produits. On estime aussi également le rendement de la vendange en hectolitres, donc c'est-à-dire en jus qui va produire potentiellement du vin. 4 millions d'hectolitres, dont 3 millions donc en ce qu'on appelle VQPRD. Alors ça, c'est des sigles donc, qui veulent dire vin de qualité produit dans une région déterminée, dans lequel on peut retrouver effectivement ces fameuses AOC. 600 000 hectolitres en vin de pays, 400 000 hectolitres en vin de table. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 68 appellations. Donc du pays nantais avec le muscadet, le gros plan jusqu'à l'appellation Sancerre. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une diversité de gammes donc, qui peuvent aller du vin rosé sec, du vin rosé demi-sec, blanc sec, blanc liquoreux, rouge sec, vin tranquille, vin de fine bulle, etc. Alors là, c'est pour vous donner une petite idée, donc toujours pour insister sur la diversité des produits. Donc bon, c'est simplement pour vous faire voir hein, qu'on est bien en termes de volume. On a tous les types de vins qui sont produits dans le Val-de-Loire. Alors dans le vin blanc, on retrouve les liquoreux, les blancs secs, avec donc effectivement, alors bon, c'est vrai que c'est peut-être plus vrai pour la région Anjou, une forte proportion de vins rosés, en tout cas les vins rosés pour la région Anjou, Saumur, Touraine, ce sont des vins qui ont été un vin d'appel. Donc c'est vrai que le Cabernet d'Anjou, que vous connaissez certainement tous, ça a été un vin d'appel qui maintenant a permis au niveau national et puis également au niveau international de faire connaître ce vignoble. Bon, on verra que maintenant, en termes de qualité, on a pas mal progressé dans le Val-de-Loire. Alors, ce qui est intéressant de voir, on va parler des cépages. Alors, pourquoi les cépages ils ont cette spécificité, une certaine spécificité en termes de production de vin dans le Val-de-Loire. C'est que la plupart des vins qui sont produits en Val-de-Loire sont des vins qui sont issus d'un cépage unique. Alors, on est dans la région du pays nantais, hein, donc le Molon de Bourgogne, pour le muscadet, puis donc également la folle blanche hein, pour le gros plan, le chenin, donc qui est souvent le cépage unique utilisé pour faire les liquoreux qu'on retrouve, que vous connaissez certainement, les coteaux du Layon, coteaux de l'Auban, Scar de Chaume, Bonzo. Donc ça, c'est un cépage généralement obtenu à partir d'un cépage unique, donc le chenin. Le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, qui sert aussi essentiellement à l'élaboration des vins rouges dits tranquilles, hein, donc c'est-à-dire non effervescents. Cabernet de Saumur, etc., le Sauvignon, Pinot Noir en Touraine. Et on voit que chaque région a un petit peu son cépage préféré. Donc bon, melon de Bourgogne, hein, melon de Bourgogne associé à la folle blanche sur la gauche de cette diapo, bon, qui sert à l'élaboration du muscadet. Plusieurs appellations au niveau du muscadet, on y reviendra. Essentiellement, les Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chenin, ils sont essentiellement localisés donc, dans la partie centrale de ce vignoble,
et qui servent à l'élaboration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des vins blancs secs, AOC, Anjou, blanc pour le chenin et liquoreux, et puis Cabernet donc, qui servent à l'élaboration, donc par exemple Saumur, Saumur Champigny, Anjou, Anjou Village, Anjou Brissac, etc. Et puis ensuite donc les gamay, donc cépage rouge, hein, et le Sauvignon blanc essentiellement, donc on retrouvera en termes de plantation les plus grandes surfaces, donc au fur et à mesure qu'on se rapproche un petit peu de l'appellation Sancerre. Alors en termes d'encépagement, on voit qu'il y a un équilibre entre les cépages blancs et les cépages rouges. Bon, ça reprend un petit peu les différents, mais on voit bien que sur ces deux camemberts, pour le cépage rouge, celui qui prédomine le plus, en tout cas, c'est le Cabernet Franc. Donc avec sur les cépages rouges 45%, 46% d'encépagement total en termes d'encépagement en rouge. Et puis donc les blancs qui ressortent essentiellement, hein, la folle blanche, le melon et le chenin, donc à la fois pour les vignobles du Muscadet et les vignobles de l'Anjou. Alors, je ne vais pas vous assommer avec ça, hein, mais c'est simplement pour revenir un petit peu sur les cépages. Donc le chenin, au niveau des cépages blancs, donc chenin, cépage blanc majoritaire donc dans le Val-de-Loire, hein, également appelé Pinot de Loire. Il permet donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'élaboration des vins blancs secs, ou également donc l'élaboration de ce qu'on appelle des vins de base pour les effervescents. Et puis donc les liquoreux sont obtenus toujours à partir de ce cépage blanc, donc chenin, en laissant, donc, si vous voulez, en permettant le développement d'un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui est un champignon qui, en fonction de ses différents stades de développement, peut à la fois être néfaste pour le vignoble ou pour la récolte, mais également peut apporter un plus si on le laisse se développer sur les raisins en surmaturation. Donc ce champignon va permettre une concentration donc, de la baie en termes de sucre, une déshydratation également, et ce qui va permettre l'élaboration de ce qu'on appelle des fameux liquoreux. Voilà. Alors le Sauvignon, donc cépage blanc également, le Chardonnay, bon je vais pas vous assommer parce que je vois certains qui ont fait la tête quand les diapos sont apparus. On va passer directement, le melon de Bourgogne, la folle blanche donc pour les cépages du Muscadet, le Cabernet Franc, le Gamay, Cabernet Sauvignon, Gros Lot, Pinot d'Aunis. Voilà. Alors, quelques exemples de vins ou d'appellations. Le Muscadet, alors je ne pouvais pas, étant dans la région, ne pas vous donner un petit peu plus de détails sur le Muscadet. Donc, au niveau de sa localisation, je ne vous apprends pas grand-chose. Hein, extrémité ouest du vignoble du Val-de-Loire. Donc, le vignoble limité par la Bretagne au nord, et puis donc par les premières collines des Moges et du Bocage vendéen. Donc les cépages melon de Bourgogne, cépage unique donc de l'appellation d'origine contrôlée Muscadet. On verra qu'il y a trois appellations Muscadet. Et puis en termes de dégustation, alors c'est ce qui vous intéresse, hein, on verra donc dans la deuxième partie comment déguster les vins. Donc en termes de vision, en termes d'œil, d'observation de la robe, donc on va avoir des robes donc jaunes, pâles donc avec des reflets verts. En termes de nez, donc les principaux arômes qu'on retrouvera quand on sentira le verre de vin, ça sera des arômes floraux, des arômes fruités, et puis également donc ce qu'on appelle des notes minérales, pierre à fusil, ça peut être généralement minéral, pierre à fusil, schiste, etc. Et donc en bouche, ce qui caractérise les muscadets, hein, donc surtout s'ils ont séjourné sur ce qu'on appelle les lits, donc en bouche caractérisée par une certaine acidité, et puis également par ce qu'on appelle un côté perlant. Alors le perlant, donc en termes œnologiques, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, qui est dissous dans le vin et qui va donner cette sensation, qui va donner des petites bulles, qui va donner cette sensation donc, de picotement de la langue et de perlant. Alors ensuite, donc, deuxième appellation. Alors je vous mets les appellations qu'on va déguster. Hein. Tout à l'heure, vous aurez 3 vins. Vous n'aurez pas de muscadet, parce qu'on s'est dit qu'il y aurait certainement des personnes du muscadet. Donc bon, voilà, on voulait pas. S'ils veulent déguster du muscadet, ils sont situés
sur la bonne appellation. Mais on aura un Anjou blanc sec, on aura un Anjou village, Anjou rouge, et puis nous finirons par un liquoreux. Donc je vous présentais un petit peu les appellations, les trois appellations. Alors Anjou village, donc c'est ce que vous allez déguster. Donc le vignoble, en termes de localisation, il s'étend donc sur 43 communes. On voit que donc l'appellation donc est assez étendue. Donc le vignoble se situe au sud-ouest donc de la ville d'Angers. Alors sur ce vignoble, je vous disais tout à l'heure, hein, quand on s'adresse surtout chez les vignerons et donc dans la région d'Angers, ce vignoble va s'étendre également donc sur les aires d'AOC Coteaux du Layon, Anjou, Coteaux de Loire, Savenière, etc., etc. Donc ce qui fait que quand vous allez au caveau chez un viticulteur donc, qui se trouve dans cette région, dans cette appellation, bah, vous retrouverez donc à la fois de l'Anjou village, mais également vous retrouverez des liquoreux, vous pourrez retrouver des rosés, etc. Donc ce qui se fait, tout ça pour insister hein, sur le fait que le vignoble, on parle souvent de la crise de la filière vitivinicole, mais le vignoble du Val-de-Loire ne s'en sort pas si mal, justement parce qu'au niveau des différents producteurs, eh ben, les viticulteurs sont capables de proposer une diversité de produits, une diversité de vins, et ce qui fait qu'ils auront toujours, quand un acheteur potentiel se présente à leur caveau, ils auront toujours finalement le produit qui correspondra au consommateur. Et ça, c'est vrai que ça a préservé, outre la crise qu'a pu connaître le muscadet, mais ça a quand même préservé un petit peu l'ensemble du vignoble du Val-de-Loire, justement, de cette crise. Superficie, donc 270 hectares. Donc les cépages, hein, on retrouve toujours le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Et puis en termes de dégustation, alors quand on regarde... Oui. Excuse-moi, les différences entre Brissac et l'Anjou village non Brissac? Alors ça, c'est une autre aire d'appellation. Alors Anjou village, c'est une appellation. Et Anjou village Brissac, c'est une autre aire d'appellation. Donc c'est en termes de qualité, on n'est pas du tout sur les mêmes terroirs. En niveau, alors vous savez peut-être ou peut-être pas que les pratiques viticoles, pratiques œnologiques d'une appellation d'origine contrôlée sont contrôlées par l'Institut national des appellations d'origine. Et ces pratiques sont des pratiques qui peuvent être assez drastiques. Ce sont des pratiques qui sont définies, qu'on peut retrouver dans le journal officiel, dans les décrets. Et donc, si vous voulez, ce sont à la fois des différences donc, de terroir, de sol, mais également des différences de pratiques culturelles. Voilà. Alors, généralement, Anjou village Brissac, c'est vrai que l'Anjou village est en termes de qualité, est un degré en dessous donc, de l'Anjou village Brissac, qui est effectivement un petit peu, qui est une appellation qui se fait pas mal connaître, qui en termes de qualité et d'organisation également, donc des hommes, des syndicats, travaillent beaucoup justement pour tirer vers une qualité beaucoup plus importante. Et donc bon voilà, mais sinon on peut, alors après c'est au choix, hein, si vous voulez, souvent comme les deux appellations se superposent, c'est d'une année à l'autre, le viticulteur en fonction du potentiel de son raisin, il peut choisir également de présenter son vin à la dégustation, à l'agrément pour l'Anjou village ou pour l'Anjou village Brissac. Bon, ça ce sont des questions que vous pourrez me poser si vous voulez après, parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe, mais en termes de, c'est essentiellement différence de terroir, différence de pratique viticole et différence de qualité. Bon, ça reste relatif, parce qu'on trouve de très bons Anjou village qui peuvent valoir de moyens Anjou village Brissac. Donc couleur rouge, hein, couleur rubis. Au niveau du nez, alors on verra comment on déguste, hein, on a des notes de fruits rouges. Dans les fruits rouges, on peut retrouver la fraise, cerise, etc. Des notes de fleurs, donc notes florales également, iris, violette. Et puis donc ces arômes peuvent évoluer vers des arômes un petit peu plus complexes qu'on appelle donc des arômes de fruits noirs. Alors fruits noirs, on retrouve cassis, mûr, etc. Arômes de soubou. Ce qui caractérise également ces Anjou village, hein, c'est au niveau donc, de la dégustation, c'est ce qu'on appelle en bouche, hein, des tanins qui sont assez fins,
Alors les tanins, on entend parler des tanins, ceux dont on entend le plus parler, ce sont les composés phénoliques, ou alors le terme générique, les polyphénols. Donc c'est une classe de composés qui sont naturellement présents dans le raisin, mais qui peuvent également être apportés par l'itinéraire de vinification, notamment par les copeaux maintenant, puisque c'est autorisé, par la vinification donc en fût, généralement en fût de chêne. Et donc ce sont des molécules qui apportent un petit peu de structure, également de texture, puisqu'on verra que dans la dégustation des vins, un des sens qu'on utilise également, c'est le toucher. Ça peut paraître, mais c'est le toucher donc au niveau de la bouche, en termes de texture. Voilà. Alors je vais continuer. Alors les rosés, alors vous n'en aurez pas à la dégustation, mais en termes de rosés, c'est également donc des rosés essentiellement situés au niveau de la région d'Angers. On retrouve ce qu'on appelle les rosés tendres ou rosés demi-secs avec le Cabernet d'Anjou. Donc tendre, ça veut dire qu'il reste du sucre résiduel, c'est-à-dire que la fermentation alcoolique qui transforme le sucre contenu dans la baie de raisin en éthanol, donc en alcool, n'a pas abouti à son terme, et donc on a un degré alcoolique correct qui généralement tourne entre 11 et 13-14 degrés d'alcool, et il reste du sucre résiduel. Donc ça veut dire que ce sont des vendanges, des raisins qui sont très chargés, qu'on récolte à maturité avec des teneurs en sucre assez élevées, justement pour permettre une fermentation incomplète et laisser donc à la fin de la fermentation un petit peu de sucre résiduel. Et puis on retrouve donc les rosés secs, donc le Cabernet de Saumur. On a également le rosé de Loire, qui n'est pas indiqué ici. Alors on a les différentes surfaces, Cabernet d'Anjou de 1600 hectares, Cabernet de Saumur, alors il y en a un petit peu moins, 75 hectares, et le rosé d'Anjou, également avec le rosé de Loire qui représente une part importante donc, des vins ou des raisins vinifiés en rosé. Alors en termes de dégustation sur ces rosés, donc au niveau de la vision, au niveau de l'œil, on peut avoir donc des robes ou des couleurs donc, qui peuvent aller de la couleur rouge framboise avec jusqu'à des couleurs un petit peu ce qu'on appelle saumonées, des couleurs briques, qui sont orangées, rose orangé. Au niveau du nez, donc généralement les rosés ça a une connotation fraîcheur, mais c'est vrai que ça se retrouve en termes de dégustation et puis en termes d'arôme et en termes d'odeur, avec des notes de petits fruits rouges, donc fraises, groseilles, des notes florales, des notes de rose, des notes de bonbons anglais. Alors, la note de bonbons anglais, c'est la référence. Le bonbon anglais, c'est ce qu'on appelle le côté amylique. En gros, c'est l'odeur de banane. Donc, c'est l'odeur caractéristique qu'on peut retrouver dans certains Beaujolais. Et puis donc en bouche, sont des vins, ce qu'on dit gourmands. Donc les vins sucrés, les vins demi-secs, ils sont ronds, suaves. Donc ce sont des vins qu'on boit agréablement, frais, entre amis, à l'apéro, avec un barbecue, etc. Voilà. Alors généralement, la température de service sur ces vins, on conseille de les servir assez frais. Dernière appellation que vous avez dégustée, donc je reviens en termes de dégustation, vous aurez un Anjou blanc, un Anjou village rouge, et on finira donc pour pouvoir finir sur une note agréable par un liquoreux, donc par un Coteaux du Layon. Alors au niveau des liquoreux, donc on a plusieurs appellations en Val-de-Loire. Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, l'appellation Coteaux du Layon. Coteaux du Layon suivi, alors c'est un petit peu comme tout à l'heure, ça rejoint votre question, suivi de la commune, donc du nom de la commune de production. Ça aussi, c'est une appellation. Et puis également, donc, les vins liquoreux qui sont également pas mal connus donc, en France et à l'international. Donc, les chaumes premier cru. On a le Bonzo, je vous ai dit, quart de chaume, etc. Donc la zone de production d'appellation s'étend sur 27 communes, donc essentiellement situées au niveau du Maine-et-Loire. Et on a 6 communes qui produisent donc, notamment du Coteaux du Layon, Beaulieu-sur-Layon, Faye d'Anjou, Rabelais-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, etc.
Et puis, donc, une des spécificités de cette appellation, c'est qu'on peut rajouter, on peut faire des gammes ou des cuvées un petit peu spéciales en rajoutant donc sélection issue de sélection de grains nobles. Alors, la réglementation sur l'étiquetage, donc au niveau, je ne vais pas vous faire un rappel de la législation, mais quand même au niveau des vins, et c'est quand même assez strict, et donc c'est assez réglementé, mais donc l'Institut national des appellations d'origine contrôlée a permis donc l'addition de cette mention. Alors pourquoi sélection de grains nobles, hein, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Grains nobles, c'est ce qu'on appelle des grains qui ont subi une certaine concentration en sucre, une déshydratation, suite au développement du champignon Botrytis. Alors, les cépages, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est liquoreux, essentiellement élaborés donc, à partir du chenin blanc. Alors, en termes de dégustation, hein, au niveau des couleurs, on peut aller de la couleur jaune d'or, jusqu'à des couleurs jaunes ayant des reflets verts, avec également donc, des couleurs virant sur le vieil or, au reflet ambré. Donc ça, généralement, la couleur est indicatrice, si vous voulez, de l'âge du vin. C'est-à-dire que plus un vin va vieillir, plus il va passer de la couleur jaune d'or vers une couleur un petit peu plus ambrée, couleur vermeille, tout simplement liée au phénomène d'oxydation qui peuvent se passer dans la bouteille. Et puis également de développement de certains arômes. En termes de données de goût, d'odeur et d'arôme, on va retrouver essentiellement, alors ça c'est une des caractéristiques du chenin, hein, des arômes donc, de miel d'acacia. Donc ça c'est vraiment la caractéristique du chenin, associé donc à des arômes floraux, également associé donc à des arômes de citronnelle, et puis on peut retrouver différents types d'arômes en fonction de la maturation des raisins, mais également du vieillissement du vin, fruits confits, ananas, abricots, etc. Voilà. Alors, ces vins sont caractérisés par ce qu'on appelle, alors j'insiste sur certains termes, hein, par une longue persistance aromatique. Donc la persistance aromatique, c'est ce qui va vous rester en bouche une fois que vous avez avalé ou recraché votre vin. Donc ça aussi, en termes de mesure de la qualité des vins, hein, la persistance aromatique est un indicateur de la qualité donc, des vins que vous allez déguster. Au niveau de la bouche, hein, alors, du fait que ces vins sont liquoreux, donc c'est-à-dire chargés en sucre, on va avoir ce qu'on appelle une bouche ronde et pleine. Ça va être des vins qui vont avoir une certaine épaisseur, qui vont avoir, on pourra retrouver également associé à cette note de rondeur la note ou la notion de gras, donc, mais toujours équilibré, donc avec une vivacité franche et rafraîchissante. Alors généralement également ces vins, on conseille de les servir donc à température fraîche, hein, donc entre 6 et 8 degrés, afin donc de sentir l'évolution et le développement des arômes. Une fois que vous aurez le verre en main, la température, donc le chauffage de votre main, le fait d'agiter également le vin, vous allez voir donc des arômes qui vont apparaître au fur et à mesure que la température du verre va augmenter. Voilà pour ce que je peux vous dire. Alors maintenant, comment on déguste les vins? Alors, en termes de dégustation, alors c'est valable pour les vins, mais c'est valable pour tout autre type d'aliments. Hein. Donc, on va faire jouer les 5 sens, donc la vision. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on va déguster un vin, on pourra mettre en pratique tout à l'heure. La première chose qu'on regarde, hein, c'est sa robe, donc c'est sa couleur, sa limpidité, sa transparence. Donc la vision est un sens assez important donc, pour l'estimation, pour la dégustation, estimation de la qualité, pour apprécier un vin. Donc c'est un sens qui est beaucoup sollicité. Puis on verra que ce sens, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en discuter après, mais c'est un sens assez important qui peut jouer des tours. Par exemple, nous, on a un laboratoire d'analyse sensorielle, hein, et on s'amuse à faire des tests, hein, à mettre par exemple des vins, un vin rouge et un vin blanc. Alors, on ne va pas prendre un vin rouge hyper corsé, un vin de garde très, très, très tannique, mais un vin rouge donc, assez léger avec un vin blanc dans des verres noirs, et on fait déguster ça à l'aveugle, donc c'est-à-dire on ne voit pas ce qu'il y a dedans.
Quasiment, hein, 8 sujets sur 10, ils ne savent pas lequel est le vin blanc, lequel est le vin rouge. Donc tout ça pour vous dire que la vision, c'est quand même un sens essentiel en analyse sensorielle, d'une façon générale, mais également au niveau de la dégustation des vins. Autre sens, hein, donc l'olfaction. Alors on verra l'olfaction, il y a deux types d'olfaction. Il y a ce qu'on sent d'abord en mettant le verre dans le nez au-dessus du verre, et puis également ce qu'on ressent en mettant le vin en bouche, donc avec les phénomènes de rétro-olfaction, les phénomènes rétronasales. Donc le toucher, tout à l'heure je vous ai parlé donc, du toucher, mais pas du toucher direct avec la main, hein, avec le doigt, mais en termes de texture, c'est-à-dire la sensation qu'on peut avoir donc, au niveau de la texture du vin, notamment avec la langue. Autre sens sollicité, hein, la bouche, bon, pour ce qui est du goût. Et puis, alors là, l'audition, c'est peut-être un petit peu moins vrai pour les vins, mais en analyse sensorielle, l'audition est importante, notamment quand on déguste soit des produits agroalimentaires qui craquent. Ça peut donner, nous, sur le raisin, l'audition est importante quand on déguste les pépins pour savoir le degré de maturité. Le craquant du pépin est un indicateur pertinent et significatif du stade de maturité du raisin. Voilà pourquoi je vous ai mis ce sens. Alors au niveau de l'olfaction, hein, vous avez deux voies. Alors il y a un petit test, on vous fera faire un petit test. La dégustation va se passer en deux temps. Alors premier temps, donc petit temps ludique, hein, on va vous faire découvrir les sens, notamment, j'espère, si c'est prêt, au niveau de l'olfaction, donc la voie directe de l'olfaction, donc qui permet, donc c'est-à-dire de découvrir les odeurs. Vous mettez le nez au-dessus du verre, et puis également donc les arômes, donc en rétro-olfaction ou en rétro-nasal. Vous aurez un petit test assez marrant qui vous permettra de faire découvrir également l'importance en termes de dégustation des vins de cet aspect rétronasal. Je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter sur la gustation. Donc un des 500 sollicités ou un des 400 sollicités, donc avec la langue. Il faut savoir qu'au niveau de la langue, on a donc différents types de papilles, et ces différents types de papilles vont vous permettre de percevoir ce qu'on appelle les saveurs. Alors au niveau des saveurs, on retrouve donc les 4 principales. Alors saveur, hein, c'est associé à amertume, sucré, acide, salé. Alors il y a une 5e saveur, umami. L'umami, alors ça vient des pays asiatiques, c'est un peu sucré, aigre doux, sucré salé. C'est un petit peu les sauces qu'on retrouve dans les restaurants chinois, un petit peu aigre douce. Hein. Donc ça, c'est une 5e saveur qui a été considérée comme une saveur. Et donc on a au niveau de la langue, alors il y a différentes théories, mais bon, généralement ce qu'on retrouve le plus communément dans la littérature, certaines papilles, donc vous voyez qu'il y a au moins trois types de papilles gustatives, les papilles calciformes, fongiformes et filiformes. Certaines papilles vont permettre de détecter spécifiquement où la saveur salée, alors la saveur salée généralement on la trouve au bout de la langue, ou les saveurs acides, sucrées et amères, donc un petit peu plus au milieu de la langue pour la saveur amère. Si j'ai une technique, alors vous aurez des tests justement pour voir si vous savez détecter l'amère. Mettre le vin ou le liquide au fond de la bouche, et l'amère généralement on le détecte avec le fond de la langue. Voilà. Les sensations trigéminales, alors ce sont des sensations donc, qui vont solliciter différents nerfs. Hein. Donc là on voit essentiellement le ganglion trigéminal. Alors ces sensations-là, c'est ce qu'on appelle les sensations dites de piquant, d'astringence. Alors ça, c'est un terme qu'on retrouve généralement donc, dans la filière vitiono. L'astringence, c'est la propriété qu'a un vin à provoquer ce qu'on appelle un assèchement des muqueuses de la bouche. C'est généralement ce qu'on retrouve quand on déguste des vins rouges très chargés. C'est cette sensation de râpeux au niveau des gencives, au niveau des dents et à l'intérieur des muqueuses de la bouche. Donc ça, c'est l'astringent. Le rafraîchissant, donc ça peut être associé à des notes d'acidité, perlant, etc. dans le muscadet. Hein. Brûlant également, donc quand on a des vins très alcooleux, on peut avoir ces sensations de brûlant. Alors, l'ensemble de ces différents sens et de ces différentes odeurs, arômes, saveurs et sensations trigéminales vont donner donc, ce qu'on appelle la flaveur au niveau du vin, mais également, on pourra retrouver, vous entendez parler souvent de bouquet. Le bouquet, c'est ça, c'est l'association des odeurs, arômes, saveurs et sensations trigéminales, le bouquet d'un vin. Alors, la vision, ça c'est le protocole sur les 3 vins que vous aurez à suivre. Hein.
D'abord, c'est regarder le vin. On peut avoir donc différents types de couleurs. On va regarder la couleur, donc ou la robe. Ça peut aller pour les blancs du jaune très pâle au jaune doré, voire au jaune ambré, jaune marron. Pour les rosés, on va avoir des couleurs qui vont aller du rosé gris au rosé orangé, au rosé saumoné, souvenez-vous tout à l'heure de ce terme. Les rouges, donc on a une palette vaste, ça peut aller du violacé. Le violacé, généralement, c'est très facile pour reconnaître l'âge d'un vin, si vous voulez un petit peu épater la galerie. Généralement, les vins qui sont de couleur violacée, ce sont des vins jeunes, qui n'ont pas suffisamment mûri. Donc ce sont des vins, les vins, on est en 2008, 2007-2006, sont des vins, en tout cas en Anjou, qui sont encore violacés. Et ensuite, au fur et à mesure que le vin va évoluer, va vieillir, on va tirer sur des notes un petit peu plus rouges, rouge vif, rouge sang. Et puis ensuite, donc vraiment, on peut évoluer quand les vins sont vieux vers des notes orangées, tuilées. Donc là, c'est vraiment un signe caractéristique que le vin a un certain âge. On peut regarder l'intensité de la couleur et également sa brillance. Donc ça, ce sont des choses qu'on regarde. La limpidité, par exemple, dans les dégustations d'agrément, la limpidité d'un vin, c'est un critère éliminatoire, justement, pour être agréé ou non pour une appellation. Deuxième sens que vous allez solliciter, le nez. Donc, vous sentez. Au niveau de la dégustation des vins, ce que je vous conseille de faire, c'est sans agiter le vin, c'est de mettre le nez au-dessus du verre, mais déjà sentir ce que vous allez, les premières odeurs, premiers arômes. Alors au niveau des arômes, on peut retrouver des arômes de fruits rouges, fruits noirs. On peut retrouver des arômes floraux, acacia, rose, violette, etc. On peut retrouver des arômes ou des odeurs d'agrumes, citron, orange, pamplemousse. On peut retrouver des odeurs végétales. Alors ça, sur le Cabernet Franc, c'est une odeur caractéristique, type poivron. Et puis, on peut retrouver donc également des odeurs ou des goûts dits empyromatiques, grillés, toastés, etc. Voilà. Donc ça, on y reviendra en détail au cours de la dégustation. Et puis, dernier sens, la bouche, où là également, donc, on aura à la fois les sensations donc, de saveur. On va retrouver les différentes saveurs. Et puis, on retrouvera également donc, les arômes et les odeurs et ce fameux effet rétronasal donc, qui complétera en fait la palette de vos dégustations et des différents critères que vous aurez pu reconnaître au cours de la dégustation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé d'avoir été un petit peu long. Et maintenant, je vous propose de passer à l'application. Désolé, je suis un bavard.